Prêt pour l'impact? Vous le savez, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre société. Aujourd'hui, je reçois l'économiste Anne Créty. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. De quoi on parle quand on vient à vos cours? La chaire économie du gaz naturel et économie du climat. Tiens, c'est quoi l'économie du climat? Oui, en effet, on n'associe pas toujours le mot climat au mot économie. Ouais. Donc nous, en tant qu'économistes, certes, on travaille aussi avec des collègues dans une perspective un peu multidisciplinaire avec les climatologues. Mais notre spécialité, c'est vraiment de comprendre comment on peut réguler les émissions de CO2 ou CO2 équivalent, donc toutes les émissions de gaz à effet de serre avec des instruments économiques. Donc c'est un double problème. D'une part, quelles sont les politiques qui peuvent être choisies par les décideurs publics, mais là il y a aussi la partie la plus intéressante qui consiste à comprendre et à accélérer aussi l'impact, donc les conséquences en termes de société civile, qu'il s'agisse de citoyens ou d'entreprises. Est-ce que d'une certaine façon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais vous réconciliez les mots durabilité, efficacité, rentabilité? Et équité. Jamais J'en avais l'autre. oublié. Ouais. Oui, disons que c'est un peu un entonnoir. C'est vrai que les grands principes sont celles de la durabilité, de préserver notre planète pour les générations futures. Mais après, ça, c'est un grand principe. Donc, il faut se donner les moyens de l'action. Et aujourd'hui, on a quand même une palette de possibilités pour le faire, qu'il s'agisse d'ailleurs d'initiatives volontaires ou qu'il s'agisse de réglementations qui peuvent être soit sur les prix, donc notamment les prix carbone, ou sur des normes. Donc nous, on essaye de comprendre, étant donné que l'objectif est unique, mais que les secteurs sont différents, que les réactions peuvent être différentes, à chaque fois, quel est le meilleur instrument pour intervenir. Je vous pose cette question parce que, alors on va parler évidemment de la réglementation, finalement du levier public, mais quand on s'intéresse au levier privé, si on veut qu'il soit efficace pour une transition, il faut aussi qu'il soit rentable, on est bien d'accord là-dessus. Oui, je pense qu'on a peut-être un peu mis en concurrence ces concepts, c'est-à-dire que dans les débats qui sont très souvent polarisés, on développe un peu cette idée que la réglementation environnementale et climatique est un frein à la compétitivité. Si je prends un exemple très simple et très parlant, parce qu'on est tous passés par la crise de l'énergie, ça nous fait penser que pour la première fois, on a réfléchi à notre consommation d'énergie et face à des prix élevés, quand même, on a réduit la consommation. Donc, on a obtenu des gains d'efficacité énergétique. Et ceci est allé plutôt à l'encontre de notre pouvoir d'achat, si on regarde ça pour les consommateurs, les ménages, mais ça a aussi rationalisé les procédés industriels. Donc, ça a permis d'avoir moins de dépenses sur l'énergie, au point même de dépasser l'impact de la hausse des prix de l'énergie, et ceci reste un levier de compétitivité. Donc, toute la question, c'est de mettre en musique un peu la réglementation environnementale et climatique avec les business models. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'un business model qui n'échange pas, on peut avoir un frein à la compétitivité, mais l'objectif d'une réglementation environnementale, ce n'est pas juste de changer un petit levier, c'est de repenser en fait les business models de façon à concilier l'environnement, le climat et la compétitivité. On en est où si on fait un bilan, soyons ambitieux, européen et peut-être même mondial, est-ce que on émet moins de gaz à effet de serre quand même en tendance, ou est-ce qu'on est dans une phase de palier? À niveau mondial, on n'est pas sur une pente rassurante parce que après le choc Covid et malgré justement la crise de l'énergie, les émissions ont continué d'augmenter un peu moins vite qu'avant. Donc, dans les 2 dernières années, on a eu des augmentations des émissions de CO2 à niveau mondial entre 2 et 4%. Mais après, c'est à niveau géographique qu'on peut voir des différences très importantes. En fait, l'augmentation des émissions de CO2 est vraiment tirée par l'Asie, donc notamment l'Inde
et la Chine. Surtout l'Inde est devenue vraiment un émetteur très très puissant. Si on regarde les émissions par tête, elles sont vraiment comparables à celles chinoises. Et après, on a les États-Unis. Et l'Europe? L'Europe, par contre, elle est en contre-tendance parce que globalement, nos émissions de CO2 ont diminué et fortement diminué. Donc après, donc là, on parle d'une diminution dans les dernières années de 35%. Et les secteurs qui a réduit le plus, c'est le secteur de l'énergie. Mais après, il faut voir aussi quels sont les mécanismes qui expliquent cette baisse ou conversement une hausse. Ouais. Et avec donc un continent asiatique, notamment l'Inde, les deux géants chinois et indiens, vous nous le dites, qui sont dans une phase de croissance de leurs émissions. La Chine est quand même en train de faire basculer son modèle, on peut le dire. Il y a encore énormément de centrales à charbon, etc. Mais c'est devenu un champion mondial de l'énergie renouvelable, la Chine, aujourd'hui. C'est une question, est-ce qu'on est vraiment à un point de bascule? Oui, est-ce qu'ils ont atteint leur pic? On se pose beaucoup la question. Je pense que alors l'essor des énergies renouvelables et aussi les efforts qui sont faits. Alors quand on parle d'énergie renouvelable, on a vraiment un peu l'idée que c'est l'éolien, le photovoltaïque, donc plutôt l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Et après, il y a tous les problèmes de transport. Hein. Mais pour ce qui concerne l'électricité, c'est vrai qu'il y a quand même un effort important. Il y a aussi un très grand effort sur le transport, et c'est le premier marché des voitures électriques, qui est très lié aux problèmes aussi de santé, donc de pollution, qui font partie en fait des objectifs aussi des plans de réduction des émissions chinoises. Mais l'importance du secteur des renouvelables en Chine est très très liée aussi aux exportations. Donc il faut voir quel est parce que l'écart. La Chine l'État chinois avait misé sur une hausse de la consommation interne qui ne vient pas en fait. Il y a une sorte de pessimisme des consommateurs chinois. Il y a une stagnation parce que au moment où les plans de consommation d'énergie renouvelable a été décidé. Parce que là, effectivement, il y a des décisions qui sont vraiment très, très fortes. Oui. La croissance était plus élevée. Donc, la Chine croît beaucoup, mais un peu moins qu'on ne l'avait pensé. On va se concentrer sur l'Europe et sur la réglementation européenne. Vous dites ceci, on a tort de croire qu'abaisser les exigences de reporting donnera du temps aux entreprises. Évidemment, on va parler de ce recul sur notamment... pas seulement, mais notamment la CSRD, le bilan extra-financier qui finalement reste pour l'instant circonscrit aux très grandes entreprises, alors que ça devait, étape par étape, concerner toutes les entreprises jusqu'au PME. Vous dites quoi? Vous dites que c'est un recul majeur? Vous dites que en fait, les entreprises vont devoir y aller de toute façon? C'est ce que je comprends? Alors, la question du reporting extra-financier est un peu dans l'air, et même, je dirais un peu plus que dans l'air, dans les bilans des entreprises depuis très longtemps. Et enfin, en fait, les entreprises, ils y voyaient un objectif, parce que jusqu'à présent, ces reportings allaient alimenter essentiellement l'univers un peu... je ne dis pas vague, mais vaste, des engagements ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance de l'entreprise, avec une très très forte hétérogénéité de comment cela est porté à l'intérieur de chaque unité de business. Ça permet de se comparer notamment. Voilà, là ils y voyaient quand même quelque chose. Enfin, du reporting qui est toujours déclaratif, ça permettait de effectivement pouvoir se comparer, éventuellement avoir aussi une pression sur les crédits, donc avoir des facilités à être financés dans leurs investissements. Donc ils commençaient à y voir quelque chose de positif. Et d'ailleurs, si je reviens à la question de la compétitivité, les entreprises qui font un bon reporting extra-financier, très souvent aussi ont des bons résultats financiers. Donc c'était un peu une dynamique qui a été coupée. Alors, à un niveau du législateur, mais je pense qu'on est vraiment sur une sorte de double attitude. Certaines entreprises qui croyaient vraiment, qui avaient commencé leur transformation, qui avaient demandé à être aussi certifiées avec des méthodes un peu, on va dire,
universelles ou qui font quand même un certain état de leur performance extra-financière, ils continuent à le faire. Ouais. Parce que revenir en arrière, maintenant, c'est plus coûteux. Et il y a d'autres entreprises qui étaient sur le point de s'organiser. Ces entreprises-là, elles attendent. Est-ce qu'il était trop compliqué? Moi, j'ai beaucoup reçu d'entreprises qui disaient 800 pages, on s'y perd, c'est trop, C'est vrai etc. qu'il y a eu un Ça a très fait grand... le bonheur d'un certain nombre de cabinets de conseil Exactement, aussi, mais bon. exactement. Il y a eu un peu un marché ou un marchandage. C'est parfois, on dit toujours, les diables dans les détails, mais là, il y en avait un peu trop de détails. Il y avait beaucoup de détails, donc, prendre l'exercice au sérieux signifiait vraiment plonger dans un savoir-faire que les entreprises n'avaient pas. Est-ce qu'on aurait pu simplifier sans mettre un tel coup de frein? Je pense que oui. On aurait pu agréger un peu plus parce que pour avoir une première photographie, on n'avait peut-être pas besoin d'autant de lignes dans les reportings CSRD. Alors, on va terminer sur cette question du bilan extra-financier sur une note quand même un peu positive. Il y a toujours la possibilité d'un volontariat pour les entreprises. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Une entreprise qui s'y est préparée, qui finalement n'est plus concernée par l'obligation réglementaire, elle va pouvoir le faire quand même. Oui, c'est un signal qu'elle donne. Et justement, dans les milieux de ce qu'on appelle la finance verte, ça reste quelque chose qui est important. Donc un moyen d'obtenir du financement aussi. Des financements aussi. Et aussi, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui, pour l'instant, n'ont pas été touchés, comme par exemple la taxonomie verte, qui, de toute façon, fait partie de cette cohérence sur les verdissements des entreprises. C'est le fléchage des investissements européens, de l'Union européenne, vers un certain nombre de secteurs. C'est ça, ce qu'on appelle la taxonomie verte. Tout à fait. Et l'idée, c'est d'avoir un coût d'accès au capital qui est plus faible dès lors qu'on a un certain type d'investissements qui sont cohérents avec cet ensemble de règles de la taxonomie. Alors, si on parle de réglementation, il y a ce qu'on appelle l'ETS, l'Emission Trading System. Déjà, c'est quoi? De quoi on parle? C'est un système d'échange de quotas à polluer. Donc, un quota, c'est 1 tonne de CO2. Et l'Europe est un champion. C'est-à-dire qu'on est le premier, et c'est même pas un pays, on a un agrégat de pays à l'époque quand le système a commencé, on parle de 2005, avec une phase préliminaire, à mettre en place un tel marché dans lequel les entreprises échangent ces quotas. Disons que c'est un système de réglementation qu'on appelle justement de marché, dans lequel la Commission européenne définit ce qu'on appelle un cap global, c'est-à-dire les volumes d'émissions qui sont acceptables en Europe sur les secteurs qui font partie de ces systèmes et qui couvrent en fait 70% presque des émissions européennes, notamment il y a dedans l'énergie. Et donc il y a un jeu d'échange entre les entreprises qui ont relativement plus de ces permis et les entreprises donc qui les mettent sur les marchés et les entreprises qui doivent les acheter. Et quand on parle du prix carbone européen, ça correspond justement à ces jeux de demande et offre qui aujourd'hui nous fait dire que la semaine dernière on était à quelque chose comme 80 € la tonne de CO2. Est-ce qu'il y a donc c'est un marché, donc est-ce qu'on est dans une phase haussière et est-ce que c'est un levier de transformation? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut que le prix du carbone augmente pour que l'économie se transforme? Certainement, si on veut atteindre l'objectif, parce qu'il y en a beaucoup d'objectifs européens de net zéro, c'est-à-dire que le volume des émissions qu'on peut émettre et à terme qui pourra être équivalent à ce qu'on peut stocker diminue. Donc si on a ces volumes d'offres qui diminuent, effectivement, les prix doivent augmenter. Et ils doivent augmenter non seulement on va dire aujourd'hui, mais il doit rester élevé parce que les fameux investissements pour décarboner ont vraiment besoin de cette trajectoire des prix qui les rassure, c'est-à-dire c'est qu'on fait pour décarboner et aussi rentable. On revient à la question de la compétitivité. Et la preuve de la, entre guillemets, réussite de ces marchés, vraiment les secteurs énergétiques européens, qui a baissé ses émissions, même les secteurs électriques, qui est on va dire, des grandes cibles de ces secteurs,
a baissé ses émissions en très grande partie grâce à ces marchés. Donc ça fait du continent européen le continent le plus vertueux, entre guillemets, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on peut dire ça. En termes de cohérence entre cette réglementation Oui. Et les objectifs de l'accord de Paris. Après, le problème, c'est que les émissions européennes, si on fait un zoom à niveau mondial, c'est très petit. Donc on est très vertueux, mais sur un petit volume d'émissions. Il faut convaincre les autres. Alors, vous savez, il y a un principe dans cette émission. L'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle qui lui succédera la semaine suivante. Et donc, c'est Stéphane Le Gentil, le directeur général de Sofiac France, qui vous pose cette question. On l'écoute. Bonjour Anna. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, nous, chez Sofiac, on aide à décarboner les entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que le plus gros frein, c'est la procrastination. C'est l'entreprise qui va nous dire « Ah, mais j'ai le temps. Ah, mais on verra l'année prochaine. Ah, mais c'est pas une priorité. » Et donc, ma question, c'est est-ce que vous auriez des idées de comment on pourrait faire que les entreprises passent à l'action de manière plus efficace, plus rapidement? Voilà. Comment convaincre une entreprise de ne pas attendre? Alors, on va partir de l'idée que les politiques ne vont pas les faire, parce que ce sont les premiers qui ont la même attitude. Donc, il faudrait déjà convaincre les politiques à être plus cohérents. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils sont sur d'autres fronts. On est plutôt dans une phase oui. où la procrastination va durer encore un peu. Oui, Bon. et surtout Okay. que ces sujets-là sont un peu impopulaires. Donc, ils divisent, donc on ne va pas, clivants, ouais. on ne va pas y aller. En revanche, si j'ai... et c'est ce qu'on fait aussi dans nos chaires, dans lesquelles on a un dialogue continu avec nos mécènes, et on leur dit, imaginez les futurs. Imaginez vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que vous voulez vraiment qu'ils vivent des crises continues avec des précipitations et qui deviennent quelque chose de vraiment quotidien, avec des canicules de plus en plus importantes, avec aussi des dépenses, parce qu'il faudra tout adapter. Donc, quand on personnalise les messages, quand on dit non, ce n'est pas les autres, c'est vous, c'est vos familles, c'est votre entreprise, il y a des risques qui sont des risques physiques dans les actifs que vous possédez. Je pense que cet élément un peu visuel peut être l'un des éléments de bascule. Alors, on va continuer de parler de réglementation. Il y a également le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors là aussi, il est rentré en vigueur, je crois, cette année. En début d'année. Peut-être on peut expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, pour commencer, si vous voulez bien, Anne Créty. Et puis ensuite, vous nous direz si c'est efficace ou pas. Alors, on venait de le dire tout à l'heure, l'Europe a des très fortes réglementations, on compte peu, mais vous avez justement conclu en disant il faut convaincre les autres. Alors, comment convaincre les autres, sachant que, on importe beaucoup. Ouais. Bon, la France, typiquement, c'est un pays dont la balance commerciale montre, en fait, ces flux d'importation. Et le problème, c'est que notre marché, c'est un marché européen, donc on ne peut pas contrôler le contenu carbone des importations. Mais ce que j'appelle la philosophie de la Commission européenne est celle de dire... avec les marchés carbone dont on parlait, on a les émissions directes et celles qui sont liées à l'énergie. Mais après, il y a les émissions qui viennent des achats. Donc, comment il faut faire pour avoir aussi un approvisionnement dans les biens qu'on importe qui respecte en fait les règles qu'on est en train de mettre en Europe. Oui. Donc, l'idée, c'est de dire que quelqu'un qui importe doit être, entre guillemets, doit comparer les contenus des importations en disant attention, s'il y a du carbone que j'importe, il doit être aussi payé. Ouais. Et donc l'idée c'est de dire qu'on impose en fait les mêmes contraintes que l'on produise en Europe ou que l'on importe. Tous les secteurs qui sont dans les marchés carbone ne sont pas inclus dans la réglementation pour l'instant d'ajustement aux frontières. On a passé des années
à rendre ces mécanismes compatibles avec les règles du commerce international. Et ceci me fait un peu mal au cœur parce qu'il y a quelqu'un qui, après, du jour au lendemain, va enfreindre ces règles du commerce international. Il ne se pose pas la question. Mais en tout cas, le mécanisme tel qu'il est ne pourra pas être revendiqué par les pays tiers comme quelque chose qui est abusif. Donc on a vraiment le consensus aussi des pays desquels on importe. Et donc, il y aura un prix qui dépend en fait de notre prix du marché carbone, qui va permettre en fait de dire s'il y a du carbone qu'on importe, il ne va plus être gratuit. Et donc, est-ce que c'est une forme de protectionnisme ? Alors, non, parce que justement, il y a toujours le choix on peut toujours importer. Oui. Donc, il n'y a pas de forme de, comment dire, on n'interdit pas le marché d'importation, etc., produits, ou d'exportation d'ailleurs. Donc, les commerces vont continuer à exister, sauf que cela va avoir quand même un impact sur, notamment, les revenus des pays à partir desquels on importe. Et pour l'instant, on a plutôt des formes un peu de simulation, comme vous venez de le dire. Les marchés commencent et la question, c'est de dire, mais finalement, qui va payer ces prix carbone ? Très souvent, ce sont des pays avec lesquels il y a une forte relation commerciale. Malheureusement, il ne s'agit pas de pays riches. Oui. Donc, il y a un impact qui va être ressenti dans de nombreux pays qui sont dans les Sud global. Et aussi dans nos voisins, les premiers impactés vont être la Turquie et les Royaumes-Unis. Avec, ça rejoint les enjeux d'accords de libre-échange, celui avec les pays de l'Amérique du Sud. Il y a un accord qui est en train d'être signé avec l'Inde. La situation géopolitique les rend encore plus, comment je peux dire ça, indispensables à l'économie européenne, ces accords de libre-échange ? Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où on a reconnu les faiblesses en termes de souveraineté qui dépendent des chaînes d'approvisionnement. Oui. Donc, mettre un prix carbone dans des importations, sachant que les importations sont très souvent l'élément premier, typiquement, ça va se ressentir dans l'automobile, dans les biens de grande consommation comme les machines à laver qui contiennent de l'aluminium, qui est un des secteurs sujets à cet ajustement, les ciments. Donc, ça va quand même avoir un impact. Donc, est-ce que cela implique une plus forte exposition aussi à cette vulnérabilité géopolitique ? De fait, je pense que l'impact de ces prix carbone reste relativement moins important par rapport à d'autres leviers qui sont, in fine, un peu plus exposés déjà aux tensions géopolitiques. Ouais. Est-ce que c'est un moyen d'éviter, de freiner les délocalisations ? C'est l'un des objectifs. Donc l'idée de cette réglementation carbone, c'était il y a des secteurs qui sont ouverts à la concurrence dans les marchés ETS. Donc il y a l'énergie qui ne l'est pas parce que l'énergie est produite et consommée sur place. Une très grande partie. Mais justement, ces secteurs qui sont les secteurs industriels sont beaucoup plus ouverts. Et de fait, on a certains secteurs où vraiment en Europe, on a eu une baisse progressive de notre production et les plus importants dépendent vraiment des importations. Donc, la question, c'est aussi est-ce qu'on veut réindustrialiser et à quel coût ? Donc c'est vraiment un cas où, si on revient à notre problème de la compétitivité, ça devient un instrument de politique industrielle aussi bien que de politique climatique. Ces mécanismes d'ajustement aux frontières. Et ça, c'est assez nouveau, en fait, à niveau un peu de notre conception de l'espace économique européen. Oui. L'Europe qui s'est construite comme un espace économique et avec une philosophie qui est quand même assez libérale ou en tout cas libre-échangiste, on peut dire ça. Est-ce que cette philosophie-là, très libérale, elle est en train de changer ? Pour se protéger, hein.
je pense voilà que encore une fois toutes les réglementations qui ont été accélérées après la guerre de l'énergie ont remis ces problèmes de la souveraineté comme l'un des principes qui accompagne celui de la compétitivité, du libre-échange et de la décarbonation. Est-ce que c'est la fin d'une forme d'angélisme européen? Vous voyez ce que je veux dire? De naïveté? Alors, si on regarde les textes, ça n'a jamais été une forme d'angélisme, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a des textes sur sécurité d'approvisionnement, sur ceci, cela. Le gaz était aussi l'objet de énormément de règles et directives, mais on les avait oubliées. Parce qu'on était plus justement sur l'idée, bon, les forces économiques sont telles que ça va bien se passer. La Russie, c'est complexe, on dépend de leur gaz, mais ça va bien se passer. Et donc là, on a pris une claque. On a vu que ça peut très mal se passer. Ouais. Et donc, on a ces principes qui étaient, encore une fois, sur le papier, qui maintenant deviennent des éléments sensibles aussi pour les politiques. Et justement, nos politiques, autant ils sont devenus imperméables aux questions carbone, autant ils endossent ces problèmes de souveraineté. Donc, après, si c'est un moyen de faire rentrer par la fenêtre, c'est qui ne rentre pas par la porte, donc d'avoir aussi quelque chose qui peut être utile pour le climat, pourquoi pas. Merci beaucoup Anne Créti et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.